BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'être avec nous, Pascal Pavageau, Bonjour. à la veille de votre manifestation où demain vous allez descendre dans la rue pour protester contre la politique du gouvernement. Est-ce que vous vous attendez à un remaniement, un vaste remaniement? Est-ce que c'est important pour vous, Pascal Pavageau? Non, enfin, franchement, le changement d'équipe, c'est une chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est un changement de cap. Ouais. C'est un changement de ligne, c'est un changement de politique, et on peut penser, là, je vais faire un petit procès d'intention, mais on peut penser que quelles que soient les femmes et les hommes qui rentreront au gouvernement dans les heures qui viennent, ça ne changera pas grand-chose, puisque l'impulsion est donnée exclusivement par le chef de l'État, et que le chef de l'État assume clairement sa politique, sa vision de casse programmée de l'ensemble du modèle social. Muriel Pénicaud, il faut qu'elle reste à son poste. C'est plutôt une bonne ministre du Travail ou... Moi, je me prononce jamais sur des changements comme cela. Je veux dire, ils appartiennent au chef de l'État et au Premier ministre. Donc, ça leur appartient. Encore une fois, nous, on travaille avec les femmes et les hommes qui sont nommés sur quel que soit le portefeuille ministériel. Mais Laurent Berger de la CFDT donc, a dit ce matin chez le confrère de BFM TV qu'il était contre cette manifestation. Il n'a pas répondu à votre appel en disant « En fait, vous faites de la politique ». Non, moi, je fais pas de la politique, moi, je suis dans le concret, je veux des propositions concrètes. Enfin, ça sera un peu compliqué d'expliquer à Force Ouvrière que nous faisons de la politique. Nous sommes Force Ouvrière et nous restons Force Ouvrière. Nous sommes une organisation syndicale. Demain, vous savez, il y a 7 organisations syndicales et de jeunesse. La l'UNEF, CGT. Oui, c'est pas des partis politiques. On parle même d'une CGTisation de Force Ouvrière. Oui, enfin, c'est pareil. Enfin, à un moment donné, il faut juste arrêter les fantasmes et raconter absolument n'importe quoi. Nos organisations sont ce qu'elles sont. Et l'indépendance de Force Ouvrière, qui est consubstantielle à Force Ouvrière depuis 70 ans. Moi, je vous rappelle également qu'à titre personnel, contrairement à l'ensemble de mes prédécesseurs, je n'ai aucun engagement politique. Je n'adhère pas à un parti politique. Ma seule carte, c'est celle de Force Ouvrière. Nous sommes ce que nous sommes. À un moment donné, l'unité d'action, elle se fait la plus large possible. Aujourd'hui, c'est cette organisation demain qui appelle contre la casse du modèle social. D'abord, on est 7, et en aucun cas, ça n'implique le moindre rapprochement avec les uns ou avec les autres. Moi, j'ai pas d'interlocuteur privilégié. Si vous prenez, par exemple, la question de la dégressivité des cadres, là-dessus, nous avons une position tout à fait commune avec la CFE-CGC. Bon, la semaine dernière, nous étions bureau confédéral de FO avec bureau confédéral de la CFE-CGC. Je vous rassure, il n'y a pas de projet de fusion entre la CFE-CGC et Force Ouvrière. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de rapprochement avec la CGT. Mais il y a un travail qui est mené avec l'ensemble des confédérations syndicales, l'ensemble des syndicats, de salariés comme de jeunesse. Et de temps en temps, on se retrouve sur des points en commun, avec les uns ou avec les autres. Et de temps en temps, on se retrouve tous ensemble ou de temps en temps avec d'autres. Qui voyez-vous? Est-ce que vous vous rencontrez, vous, les syndicats, avec Laurent Berger, la CFDT, Philippe Martinez? Est-ce que nous nous voyons entre nous? Alors, non seulement nous nous voyons entre nous, tous les 5, mais nous nous voyons même tous les 8. La dernière réunion, c'était quand, par exemple? C'était il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire quoi, ce week-end? Non, quand même pas. On n'en est pas à passer nos week-ends ensemble. En plus, je pense que si on arrive à se libérer les week-ends, oui, bien sûr, j'avais bien compris, c'était pour la boutade. Non, on s'appelle beaucoup. On s'appelle beaucoup sur la question de l'assurance. Y compris avec Laurent Berger. Évidemment. Enfin, je veux dire, moi j'appelle l'ensemble de mes interlocuteurs syndicaux. Alors, je ne chronomètre pas avec les uns, avec les autres, avec lesquels je passe le plus de temps. Je vous disais la semaine dernière, nous avons fait une réunion entre Bureau confédéral de Force Ouvrière et Bureau confédéral de la CGT au mois de juin. Ouais. Nous avons fait la même réunion la semaine dernière avec la CFE-CGC et nous avons proposé, nous avons calé la date fin novembre entre CFDT et FO et en janvier entre CFTC et FO. Donc nous nous voyons toutes et tous, soit à 5, soit en bilatéral, soit nous nous appelons, y compris avec les représentants patronaux, puisque maintenant, il y a la réunion où nous réunissons à 8 pour nous parler, pour échanger. Ça a été nécessaire sur l'assurance chômage, par exemple. Oui, on va y revenir, bien sûr. Juste, c'était quand la réunion, là? C'était il n'y a pas très longtemps. C'était il y a peu de temps. La semaine dernière? C'était en septembre. En septembre, voilà, d'accord. Fin septembre. Allez, on va partir là-dessus. Plus sérieusement, Pascal Pavageau, si jamais, avant de rentrer dans les dossiers, demain, manifestation, vous attendez combien de personnes? On n'attend rien du tout, en l'occurrence en termes de nombre. On attend, je pense, un mouvement qui est significatif dans le sens où chacun commence à voir bien que les conséquences de l'individualisation, de la déprotection, le refus de répartir la richesse produite et donc la modération salariale, la casse du service public. Mais jusqu'à présent, ces mobilisations, elles n'ont rien apporté. Non mais attendez.
attendez, premièrement, on sent bien aujourd'hui une vraie difficulté pour arriver à faire grève au niveau des salariés dans le public ou dans le privé. C'est une réalité qui date pas d'hier, mais qui s'accentue avec la modération salariale et avec la pression hiérarchique du fait qu'on met une pression de dingue aujourd'hui, à défaut d'un pognon de dingue, sur celles et ceux qui, à un moment donné, veulent simplement utiliser leur droit le plus fondamental, celui de pouvoir faire grève. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est effectivement plus inquiétant, c'est que nous commençons à entendre un discours, y compris des militants syndicaux, et pas Force ouvrière en particulier, de dire mais même la grève ne sert plus à rien, il faudra quelque chose de beaucoup plus fort ou de beaucoup plus radical. D'où le fait qu'on ait des salariés qui aujourd'hui soient en grève de la faim, ici ou là dans le public ou dans le privé, voire tentent de s'immoler par le feu, parce qu'on a refusé la table de négociation en amont. Donc ça, c'est une vraie dérive et une vraie inquiétude sur un plan démocratique que de pousser les gens à de telles extrémités, souvent pas pour se défendre eux-mêmes, mais pour défendre. Mais ça, alors réfléchir à d'autres champs. Mais nous avons, nous, un groupe de travail à Force ouvrière qu'on a lancé à l'issue du Congrès confédéral pour réfléchir à des modalités d'action complémentaires à celles que nous avons de façon traditionnelle, à commencer par la manifestation ou par le droit de grève. Donc c'est des choses sur lesquelles nous travaillons et nous réfléchissons parce que il faut pouvoir à un moment donné être efficace. Il y a une question d'efficacité, puis bien évidemment il y a une question de pouvoir être, comment dirais-je, lisible en matière de capacité d'obtenir les choses et en matière de rapport de force. Donc on peut très bien avoir des mouvements demain qui soient un peu plus innovants, mais aussi on peut avoir quelque chose qui reste un mouvement de grève plus traditionnel comme celui de grève interprofessionnelle de demain et sur lesquels nous rendions plus visible cette mobilisation et les revendications qui vont avec. Donc, mais en tous les cas, vous excluez la violence, des actes forts. Oui. Nous sommes des organisations syndicales qui sommes démocratiques, républicaines et pacifiques. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et justement, à vouloir casser en permanence les contrepoids et particulièrement les interlocuteurs sociaux et les organisations syndicales, on prend le risque d'une radicalisation, d'une certaine radicalité. Moi, je ne veux pas, demain, que ce soit des trucs genre bastion social qui appellent dans la rue. Est-ce qu'il faut alors vous appelez évidemment à ce que le président de la République change sa méthode en disant on ne peut pas transformer tout seul. Il faut et puis le fond, et le cap, et le fond et la méthode. Juste un point précis peut-être sur la retraite, la réforme des retraites. Normalement, il y a cette réunion, donc le 10 octobre. Nous avons une réunion sous l'égide du haut-commissaire qui, lui, a priori, ne devrait pas être changé à l'issue du remaniement. Visiblement, il vaut mieux être haut-commissaire. Est-ce qu'elle est décalée selon nos informations, cette réunion, elle est décalée? Est-ce que vous pensez qu'elle sera décalée? Alors, on mettra peut-être sur le dos du remaniement. Qu'est-ce que vous... Je crains. Alors, si c'est le cas, parce que notamment le MEDEF a fait sortir l'histoire du l'âge pivot des 63 ans dans un quotidien aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Nous, on sort la question de dire la retraite par points, c'est le travail sans fin. On demande à un moment donné à avoir des simulations concrètes sur leur réforme par points, qu'ils sortent du bois et qu'ils nous disent concrètement quelle sera la réforme par points. Hop, ça c'était il y a un mois. Depuis un mois, le gouvernement ne parle plus de retraite par points, mais d'universalisation de l'ensemble des 42 régimes. Donc déjà, premier élément. Et maintenant, le MEDEF met sur la table un truc qu'on sait très bien, la question de l'âge pivot potentiel à 63 ans. Et là, maintenant, on viendrait nous expliquer que la réunion qui est programmée mercredi prochain, en multilatéral, serait annulée et repoussée dans des proportions en termes de date qu'on ne trouvera jamais parce que les agendas des uns et des autres sont tels qu'on n'y arrivera pas. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le gouvernement est en train de reculer. De ce point de vue-là, on n'est pas demandeur. Moi, je suis pas. Nous, on n'est pas demandeur de cette contre-réforme, naturellement. Donc nous sommes opposés à une logique d'universalisation, d'unicité de l'ensemble des régimes qui casse les 42 régimes et de surcroît de les passer par points. Donc si le gouvernement veut reculer jusqu'en 2025, qu'il le fasse, il n'y a aucun problème. Mais là, vous nous dites si c'est pas mercredi, ça sera poussé forcément en décembre, parce que moi, mon agenda, il me permet pas d'une réunion avant. En plus, il y a des élections. Je ne veux pas parler au nom des 7 autres représentants syndicaux et patronaux, mais je pense que vu les difficultés que nous avons à trouver une date à 8 avec un membre du gouvernement, ça va être un petit peu compliqué de trouver une date avant début 2019. Oui. Avant début 2019. Je pense. Donc ça repousse. Oui, mais nous, alors là-dessus, on n'est pas pressé, on n'est pas demandeur. Sur l'aspect paramétrique, donc ça veut dire où est-ce qu'on fait le départ à la retraite, c'est 62, 63 ans. Ça, c'était dans le cadre de la réforme Agirc-Arco. Complémentaire. Sur un accord que FO n'a pas signé. Oui. Puisqu'en fait, il était dit dans ces cas-là, mais qui a marché sur le plan financier. Oui, sur le dos des gens, en l'occurrence. Mais dans ces cas-là, je remarque que, y compris celles et ceux qui ont signé l'accord sur les complémentaires à l'époque,
avec cet âge pivot de 63 ans, le refuse sur l'âge légal du régime général. Ouais. Donc, ce qui est plutôt rassurant. Donc, bref, nous ne l'avions pas signé. Et en l'occurrence, ça voudrait dire aujourd'hui que si, par exemple, j'ai le droit à 1 000 € de retraite, si l'âge légal restait à 62 ans, mais qu'il y avait un âge pivot à 63 et que je m'en vais à 62, ça voudrait dire, par exemple, que pendant 3 ans, je vais avoir que 900 € et je ne retrouverai que mes 1 000 € au bout de 3 années. Enfin, c'est simplement inadmissible et inenvisageable. Ouais. Donc sur cette retraite, enfin sur cette réforme des retraites, j'ai envie de dire... On n'a rien. Vous avez rien. On et n'a puis que vous- dalle. On n'a et- que oui, dalle. vous On avez que n'a dalle. que dalle. C'est quoi la retraite par points? C'est quoi, par quoi la question de l'âge, la question de l'âge pivot, la question de la réversion, la question du principe, combien est la valeur d'un point, comment vous pouvez l'acquérir, etc., etc. Nous n'avons rien. Simplement des grands principes avec promis la main sur le cœur, la réversion sera maintenue, mais quelle réversion et dans quelles conditions? C'est pour ça que de ce point de vue-là, nous avons expliqué que de notre point de vue, la retraite par points, c'est le travail sans fin et que personne ne pourra jamais partir parce qu'il n'aura jamais un nombre de points suffisant. Et donc ils sortent du bois à un moment donné. Mais C'est alors pas nous maintenant- qui sommes demandeurs, c'est eux. De l'autre côté, ils disent, nous, on n'a que dalle de la part de FO. On n'a aucune proposition de la part de FO. Et parce qu'on n'est pas, encore une fois, comme pour l'assurance chômage, on n'est pas la secte du temple solaire. On n'est pas là pour se faire harakiri ou supprimer des droits sur des contre-réformes que nous combattons. Donc là, excusez-nous, mais en l'occurrence, il y a plein de sujets sur lesquels nous sommes demandeurs et nous faisons des propositions pour l'industrie, dans le cadre de l'amélioration des droits, sur les salaires, etc. Il y a plein de sujets sur lesquels nous sommes demandeurs. Là, nous ne sommes pas demandeurs de la destruction de nos régimes de Donc, il y aura retraite. pas de- Donc, faut quand même pas compter sur nous pour aller faire des propositions de destruction d'un truc justement qu'on est en train de combattre. Lorsque le gouvernement, enfin le président, le candidat Macron disait, il avait déjà annoncé cette réforme des retraites, il a dit mais on ne touchera pas au système par répartition. Est-ce Oui. que c'est compatible? Ben, de notre point de vue, non. Donc on ne demande qu'une chose, c'est être rassuré sur cette affirmation du président de la République et que nous ayons la démonstration concrète par la réforme concrète qu'effectivement il y aurait dans son projet une transformation par points qui maintienne le principe et de répartition et le principe de solidarité Mais intergénérationnelle. Surtout que le deuxième point, il a dit on ne touchera pas à l'âge, justement à l'âge pivot. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit À on ne l'âge. touche. Enfin, Non, il a touchera pas à l'âge. Il a dit on ne touchera d'âge pas à l'âge. Donc Bah oui, mais sous-entendu, ça on veut ne dire toucherait quoi? pas à l'âge légal à 62 ans. Oui. C'est comme ça que je pense. Oui, Tout le oui, monde l'a bien sûr, compris. oui, bien sûr. Donc bref, là en l'occurrence, si on venait sur une logique d'âge pivot. Parce qu'à 63 ans, vous avez à peu près 40% des gens qui prennent leur retraite en l'état actuel des choses. Oui. Cette année, si l'âge légal était de 63 ans, 40% des gens qui prennent leur retraite seraient en décote. Donc ça veut dire quand même un gros morceau. Oui. Ça toucherait énormément de gens. Bref, si on disait, si dans le général demain, dans la retraite universalisée, c'était 62 âge légal, mais âge pivot 63 ans pour pouvoir toucher son taux plein, et donc que par exemple on était amputé de 5, de 10, de 15% si on part avant les 63 ans, excusez-moi, mais ça revient à ce que l'âge légal toucher, pour prendre d'accord. ce taux plein, c'est 63 ans, il ne faut pas nous prendre pour des Mais acteurs. vous avez rencontré Jean-Paul Delevoye, vous avez un peu Oui, discuté mais avec bien lui. sûr. Bah, donc vous savez déjà un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme, non Non. Alors là, vous avez franchement, parlé quoi? De la pluie, du beau temps? Ben, de c'est quoi? ben, Oui. c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire Oui. qu'il y a eu une Que dalle. concertation générale sur des grands principes. Ouais. Ce qu'on demande, si la réunion du 10 est maintenue, c'est une consultation sur le projet de texte. Ouais. Là, Ils pour nous l'instant, sortent vous le avez rien projet de reçu, vous avez mais pas on reçu a le SMS, rien. non On a que dalle. Non, mais vous On avez a pas reçu un SMS pour vous dire que c'était j'ai décalé. pas vérifié, mais je Oui. crois pas. Non, d'accord, ok. Bon. Mais a priori, il est très probable qu'ils annulent la réunion parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de sortir du bois. Ouais. Sur l'assurance chômage, là aussi, vous avez dit dégressivité, c'est la ligne rouge sur les Je crois qu'on négos. est là, c'est pareil. Je crois avoir entendu l'ensemble des 5 confédérations expliquer que nous ne nous inscrivions pas dans la logique de négociation pour aller vers une dégressivité, qu'elle soit des cadres ou d'autres, ou pour faire baisser les droits. Ce dont je me réjouis, d'une part, c'est que les 8 organisations patronales et syndicales aient décidé d'ouvrir la négociation sans tomber dans le piège qui nous était tendu de ne pas aller à la négociation, mais on va y aller. Feuille de route ou pas feuille de route, feuille de cadrage ou pas feuille de cadrage. Le chef de l'État a une conception très particulière, c'est-à-dire qu'il pense que le monde est un marché, il pense que la France est une start-up, en gros il est à la tête d'une start-up nation, et que vous avez 67 millions de personnes qui sont auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, et que nous serions des sous-traitants. Mais on n'est pas des sous-traitants, c'est pas parce qu'il a fait une lettre de cadrage qu'on doit répondre au contrat ou au marché, et donc se mettre à négocier sur les bases du donneur d'ordre. En l'occurrence, si nous négocions, et nous négocierons, c'est sur les points sur lesquels nous serons mis d'accord, en toute autonomie, l'ensemble des 8 organisations syndicales et patronales. Ouais, d'accord. Donc, Démarrage sans doute d'ici 10 jours. mais lorsque le Premier ministre dit il y aura sans doute une certaine dégressivité. Donc... Mais le Premier ministre parle au nom du gouvernement, de son gouvernement et du chef de l'État, je l'imagine. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, on négociera sur la base sur laquelle on a
envie de négocier. Et si à la fin de la négociation, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup sur la formation professionnelle en mars, et déjà sur l'assurance chômage, en disant vous avez négocié, mais en gros on se fiche de ce sur quoi vous avez négocié, nous on décide de faire un Big Bang. Ben, le Big Bang, on la laisse au Premier ministre et au chef de l'État. Il faut toujours faire attention avec les Big Bang parce que ça rime avec boomerang. Oui, en l'occurrence, il vous a rencontré le 17 juillet, c'était assez récemment, le président, ça n'a rien Le président, changé. j'avais été, Oui, nous on le avait été président, un peu surpris que le Premier ministre et le gouvernement ne soient pas là, mais bon, ça c'est une question de méthode. Mais écoutez, nous avions souhaité qu'il y ait un avant 17 juillet et un après 17 juillet, tant sur le fond que sur la méthode. Malheureusement, ni sur le fond ni sur la méthode, il y a de vrais changements. Je dois quand même noter que depuis début septembre, le Premier ministre, qui est quelqu'un objectivement de très réactif et qui répond assez rapidement aux sollicitations lorsqu'il en reçoit, et son gouvernement, eux, de ce point de vue-là sur la méthode, ont essayé de faire beaucoup plus d'échanges et de dialogue et de méthode. Là où ça se heurte à un problème, c'est que sur le fond, comme tout est dirigé directement de l'Élysée, de temps en temps, on se retrouve avec des interlocuteurs qui ne sont pas en capacité de pouvoir arbitrer sur certains points ou faire avancer les choses. Donc la réforme de l'assurance chômage, vous vous attendiez à quoi? Parce que surtout que la suppression des cotisations chômage, ça change un peu la nature même de l'assurance chômage. Oui, mais dans ces cas-là, si le débat... Alors, d'abord, premièrement, nous avons toujours... Nous, on a dit qu'il y avait certains sujets qu'on pouvait regarder sur la question cumul emploi-indemnisation. Pas du tout pour sanctionner les gens, puisque je rappelle que ça doit être 70% de ceux qui cumulent à la fois un bout d'indemnisation et un petit boulot sont inférieurs au SMIC. Donc on ne peut pas estimer que cette mesure leur soit réellement favorable. Puis en plus, ça leur permet de se maintenir un pied dans l'activité. Ça devrait faire plaisir au chef de l'État de ce point de vue-là, puisque ça montre leur envie de rechercher un job. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des discussions, des négociations. Il y a des points techniques classiques à l'UNEDIC que nous avons toujours en débat et en discussion, et donc sur lesquels une négociation, de toute façon, elle se fait, j'allais dire, de façon quasi naturelle. L'ordre du jour de notre négociation, nous la calibrerons tous les 8, enfin tous les 8, pas les 8 numéros 1, mais les 8 organisations dans 10 jours. Il y a une feuille de route dont acte, elle est posée sur la table, mais elle n'emporte aucunement contrainte. Il y a une chose qui me frappe, mais très rapidement, parce qu'il faut qu'on parle des privates, et puis la loi Pacte, puis le levier social de l'entreprise, peut-être que ça va dans le bon sens, et puis le lissage sur les seuils. Vous parlez jamais de Muriel Pénicaud, moi je l'ai mentionné, mais vous parlez du Premier ministre, vous négociez, vous avez des rapports avec le ministre du Travail? On a des rapports avec la ministre du Travail, naturellement, mais la ministre du Travail, enfin le gouvernement ne rentre pas dans une discussion de négociation. Non, c'est pas ça. Là, on parle d'une négociation. Donc, il y a un dialogue. Par exemple, la préparation de la négociation potentielle sur la santé au travail, évidemment que nous en parlons avec le gouvernement et notamment Muriel Pénicaud, puisque c'est un des sujets qui devra s'ouvrir à l'issue du rapport Lecoq qui avait été rendu début septembre. Dans le cadre de la loi Pacte, il y a deux choses peut-être importantes. On ne va pas tout relister, Pascal Bavageau. Il y a le lissage sur les seuils. Est-ce que pour vous, donc c'est une mesure attendue par les chefs d'entreprise en disant oui, par les chefs d'entreprise, oui, par les chefs d'entreprise. Proposé par les chefs d'entreprise, y compris par des start-upers qui faisaient partie des groupes de travail. Nous, les syndicats, on était exclus de la démarche. On se retrouve par exemple avec... Vous parlez d'une hausse de seuil qui concerne à la fois les salariés comme les organisations syndicales. On rehausse les seuils sur l'obligation, par exemple, d'avoir un local syndical. C'est bien, on nous met à la porte. On nous met à la porte de plusieurs centaines, voire milliers d'entreprises du jour au lendemain, sans nous avoir posé une seule fois la question. Mais ça, c'est véritablement une méthode en matière de dialogue qui va vraiment dans le bon sens. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, pour entendre le patronat, il y a du monde. On leur fait même un pont d'or à Bercy pendant des heures et des heures avec un groupe de travail. Par contre, dès lors que c'est les organisations syndicales, elles peuvent aller se brosser. Oui, mais ça c'est assez rude. En même temps, on voit bien quand même qu'il faut bien que le pays reparte un petit peu. Ici, on parle beaucoup d'économie d'entreprise. Le pays va repartir parce qu'il n'y a plus de locaux syndicaux dans à peu près quelques milliers d'entreprises. Il faut qu'elles embauchent, il faut qu'elles... oui, c'est sûr que les entreprises, elles vont embaucher parce qu'à un moment donné, il y aura plus de salariés qui seront au conseil d'administration. Enfin oui, c'est une évidence. Je pense que c'était la solution qu'attendait l'économie pour repartir et pour créer des emplois. Oui, absolument. Pour vous, c'est ça l'effet seuil. Mais on a plein de propositions. Regardez l'histoire de partager la question du débat de l'entreprise sur l'histoire de salariés faire rentrer plus de représentants des salariés dans les CA, par exemple. Ça fait des années que nous disons il suffit de donner des prérogatives au comité d'entreprise,
maintenant au CSE, mais bref, au comité d'entreprise, pour qu'il y ait un dialogue obligatoire entre le CA et le CSE, et que l'avis du CSE soit pris en compte par le CA. On a ouvert des grands yeux au Parlement quand on a expliqué ça. Moi, je me félicite que le rapporteur ait fait passer, sur proposition Force ouvrière, un amendement sur le projet de loi PAC qui répond intégralement à cette question-là. Pour cela, il suffit de nous écouter. Nous avons des tonnes de propositions. Et vous avez des propositions à faire. Toute dernière question, juste un mot, la privatisation d'ADP, est-ce que pour vous c'est un chiffon rouge ou bon, vous avez oui, pas nous sommes totalement opposés à cette privatisation. Quand j'entends ensuite le ministre venir nous dire, la main sur le cœur à nouveau, je garantis qu'à aucun moment il n'y aura d'entrée au niveau du capital par je ne sais quoi, je ne sais qui, etc. Exemple, voilà, enfin ça nous fait doucement rigoler. Le meilleur moyen pour s'en prémunir, c'est simplement de ne pas vendre, comme on dit, les bijoux de famille. En plus, c'est une opération one shot qui ne rapportera que quelques millions une première fois et qui sera, alors milliards, et qui sera remis où? Simplement sur le poids de la dette, c'est-à-dire qu'il sera même pas réinvesti. Dans le fonds d'investissement pour l'innovation. Donc qui reviendra toujours au même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'au minimum ce genre de gain, même s'il est stupide et absurde parce qu'il ne génère rien, il soit fait sur l'emploi et sur le social. Merci beaucoup. Merci Pascal Pavageau, donc secrétaire général de Force ouvrière, qui va défiler demain dans la rue contre la politique économique du gouvernement, et puis surtout qui dit si c'est pas les septembre pour les retraites, et ben ça sera fin décembre, début janvier. Je n'ai pas de date avant. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 12h-13h.